Mesdames, messieurs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo dit petit coup de feu virtuel, bien sûr, bien évidemment. J'ose espérer que vous vous portez à merveille. Personnellement, ça va, on va dire que ça va. Mais sachez que nous nous retrouvons aujourd'hui pour une critique des 2 derniers épisodes de la série Stranger Things, évidemment, de la saison 4. Afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, tu connais peut-être la chanson, il faut avoir vu toute la série Stranger Things par rapport à la saison 1 jusqu'à la saison 4. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour vous de tout suivre. En tout cas, tout est prévenu. Oui, mon t-shirt est froissé, mais je m'en bats les couilles, clairement. On est là, évidemment, pour parler de cette deuxième partie de saison 4 qui comportait uniquement 2 épisodes, mais très fournis en action, en rebondissement, en scène mythique. D'ailleurs, vous avez de disponibles sur la chaîne 2 vidéos réactions de l'épisode 8 et de l'épisode 9, donc n'hésitez pas à aller les voir uniquement si vous en avez envie. J'ai d'ailleurs essayé de voir s'il n'y avait pas une scène post-générique. Il n'y en a pas, sachant que je crois que pour la saison 3, il y en avait une qui teasait du coup le fait que Hopper ne soit possiblement pas mort. Bref, là, que dire de cette deuxième partie, donc avec l'épisode 8 qui durait environ 1h20 et l'épisode 9 qui durait je crois 2h20, 2h30. Géniaux. J'ai passé un superbe moment devant. Alors c'est vrai que un peu de longueur. Parce qu'en réalité, je ne pourrais même pas les qualifier d'épisodes de série, mais ce sont plus des mini-films en réalité, et même pas des mini-films. L'épisode 9, cet épisode dure plus longtemps que la plupart des films qui sortent aujourd'hui au cinéma. Donc en réalité, on est plus sur des films, limite, entre guillemets, hein, bien évidemment. Et j'adore, j'adore. Alors oui, comme je vous l'ai dit, personnellement, je ne sais que ça ne sera pas du tout le cas pour tout le monde, mais personnellement, j'ai ressenti de temps en temps quelques longueurs, même si on est vraiment accroché à l'histoire de bout en bout. J'ai kiffé cette saison 4 pour moi. C'est vrai que j'avais dit que la saison 3 était pour l'instant la meilleure, jusqu'à ce que je vois cette deuxième partie de saison 4 qui concrétise cette première place au classement. Pour moi, la saison 4 est tout bonnement génialissime. Il y a des défauts bien évidemment et on en parlera un petit peu aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes choses et ce qui est bien c'est que c'est le genre de série où tu as l'impression que tout est pensé depuis le tout début, comme si en fait il s'était dit ok, là on a un point de départ, on va aller là. Maintenant, on va essayer de glisser dans la saison 2, dans la saison 3 et dans la saison 4 des événements qui sont un petit peu à côté les uns des autres, mais pas vraiment connectés. Et pour le coup, la fin de la saison 4 te dit que tout est connecté depuis le début. Et ça, c'est le genre de programme que j'aime bien. Parce que si vous connaissez un petit peu la chaîne, j'adore les théories, j'adore les teasings, j'adore les connexions entre les différents programmes, par rapport à Marvel ou autres, hein, bien évidemment. Mais là, je trouve que c'est finement joué. Et réellement, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment eu l'idée de toute l'histoire, ou en tout cas du début et de la fin, directement, et de se dire ok, on va pas tout de suite dévoiler qui est l'un des plus grands méchants de l'histoire maintenant, mais on va commencer à élaborer des petits plans. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien amené, donc notamment par rapport, et ça on va en parler tout de suite, au personnage de Vecna qui est une grosse réussite. C'est vrai que dans la première partie, le moment avec 11 qui revient dans son passé pour savoir ce qu'il s'est réellement passé, ça, c'était peut-être la partie un petit peu moins intéressante, mais elle est nécessaire. Et c'est le cas pour toutes les saisons, de toute façon, de Stranger Things, où à un moment donné, t'as tout le temps 11 qui est toute seule et qui doit pas se réinventer, mais qui doit apprendre à devenir ce qu'elle va devenir, pour le coup. Et c'est le cas, notamment dans cette saison, où justement, du coup, dans la première partie, t'as ce moment où elle va devoir savoir, en fait, qui est réellement le grand méchant, et on découvre que c'est donc un. C'est très stylé, c'est quelque chose qu'on s'attendait peut-être à voir. Personnellement, quand j'ai su ça, je me suis dit putain, mais je suis trop con de ne pas l'avoir imaginé. Parce que oui, je fais des théories qui n'ont aucun sens, mais les trucs qui sont logiques, je les imagine même pas. Mais en réalité, Vecna est pour moi une grosse réussite. Alors, il est laissé pour mort, bien évidemment, puisque 11 l'a martyrisé comme Jaja, comme on dit dans le jargon, même si on ne le dit plus depuis 2018. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est le seul moment de la série dans son entièreté où je me suis dit Mike il est utile parce que personnellement Mike c'est un des personnages qui plombe un petit peu la série de temps en temps et je l'aime pas trop parce qu'il est vraiment condescendant, t'as l'impression que c'est le monsieur je sais tout, etc. C'est pas du tout le genre de personnage que j'apprécie et le voir aujourd'hui prendre une autre ampleur et aider réellement 11 et lui avouer ses sentiments, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça pour le coup j'ai beaucoup aimé et c'est ce qui va la transcender et c'est ce qui va faire d'elle du coup la super héroïne dont on entend parler depuis le début de la saison et même depuis le début de la série en réalité.
Et le fait qu'elle affronte Vecna comme ça, je trouve que c'est génial. Mais le personnage, pour moi, de cette deuxième partie, ce n'est pas Vecna qui est très très bon hein, dans sa continuité. Par ailleurs, on en apprend un petit peu plus. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand on a découvert la réelle façon dont il s'est transformé avec les particules, entre guillemets, comme il les appelle, du coup, ce flagelleur mental, j'ai réellement trouvé qu'il y avait une vibe un petit peu terre creuse avec ce monde, tu sais, comme si c'était en dessous de quelque chose. J'ai trouvé qu'il y avait une petite vibe comme ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, alors la terre creuse c'est une théorie qui existe, hein, mais je l'applique surtout par rapport au Monsterverse. Donc je vous invite si vous voulez à aller voir la série, pas du tout la série, le film Godzilla contre Kong où on évoque cette terre creuse et on l'évoque aussi un petit peu dans Kong Skull Island. Donc c'est notamment un monde qui est sous terre où justement vivent des titans entre guillemets. Et il y avait, en tout cas esthétiquement parlant, une petite vibe un petit peu comme ça. Sachant que esthétiquement, bon, on reste un petit peu dans la continuité des saisons précédentes, et notamment, bah, évidemment, de la partie 1 de la saison 4 avec ce monde très très rouge. Mais justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément tout le temps dans la même couleur, puisque là on est surtout sur du rouge, mais à un moment donné, par rapport à l'esthétique qui le veut, on est sur du bleu, donc une couleur qui n'est pas forcément chaude pour le coup puisque c'est totalement l'inverse d'une couleur chaude puisque c'est une couleur froide mais ça te disons que c'est une couleur qui est à la fois réconfortante et triste, c'est lié à la dépression et en fait par rapport aux couleurs si vous voulez avoir un avis concernant bah, que représente telle couleur dans l'art, je vous invite uniquement à aller voir, par exemple, en tout cas pour commencer, le film Vice Versa, donc de Pixar, où justement chaque émotion est représentée par une couleur qui est l'émotion qui est représentée par la couleur dans l'art en général, et notamment le personnage donc de tristesse est en bleu. Et pour le coup, on est totalement dans ce style de scène avec cette, bah, le fait qu'elle soit triste, etc. Donc honnêtement, ça c'est une scène qui m'a beaucoup touché, le fait qu'elle avoue que au final, oui, Billy, elle a voulu sa mort, mais de toute façon, ce sont des pensées qu'elle ne peut pas forcément contrôler. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que ça montrait à quel point le personnage était réellement, pour le coup, honnête. Là où, quand elle a fait la lettre, elle était honnête, mais tout en masquant une part de vérité. Et c'était pour ça que justement, Vecna s'en prenait à elle et jouait avec ses sentiments pour lui dire, mais en fait, c'est pas du tout ce que tu penses, tu voulais qu'il meure, etc. Et là, elle l'avoue enfin pour justement l'attirer. Donc, là, je trouve que ce personnage est de plus en plus intéressant. Alors, j'avoue que oui, j'ai pleuré. Oui. C'est le moment où j'avais l'impression qu'elle mourrait, j'ai eu des frissons sur la cuisse, enfin sur les cuisses, puisque j'en ai deux, sur les bras et tout. Enfin, c'était très très prenant. Et sachant qu'on l'a pas forcément depuis très longtemps, puisque je crois qu'elle est arrivée en saison 3, mais en fait, elle a eu tellement une importance dans cette saison 4, et évidemment dans la saison 3, puisque c'était un tout nouveau personnage, et ils ont su la réinventer dans cette saison-là pour se dire, ok, là, on va vous faire souffrir. Et ils ont réussi à me faire souffrir, d'accord? Donc, en réalité, Max est un gros point de la deuxième partie, mais le gros point, c'est Eddie. Mais à culpa, bien évidemment, je n'en ai pas parlé lorsque j'ai évoqué la première partie de la saison 4. Là, je suis obligé d'en parler. Eddie, en réalité, si tu prends du recul sur son histoire, le fait qu'il soit accusé, etc., en réalité, on pouvait s'attendre à sa mort. Mais je m'en suis douté pendant pendant sa mort. Bah oui, en fait, j'ai pas la science infuse du tout. Je me suis dit, là, il va mourir au moment où il se faisait grignoter. Donc en vérité, mais si tu prends du recul et si tu le regardes une deuxième fois, tu peux te dire, mais en réalité, c'est vrai que même s'il arrivait à survivre, comment est-ce qu'il aurait pu prouver que ce n'est pas lui qui a tué telle ou telle personne et qu'il n'était pas forcément lié à des rites sataniques ou je ne sais quoi. Donc, c'était la solution la plus logique pour le personnage d'Eddie. Et pour moi, c'est vraiment lui qui tient une bonne partie de la série parce que c'est vraiment, disons que c'est le rejeté qui devient héros, mais pas malgré lui. C'est lui qui va chercher en fait son titre entre guillemets, puisque justement il le dit à la fin quand il est sur le point de mourir. Bah en fait j'aurais pu fuir mais je ne l'ai pas fait parce que je l'ai fait pour la première fois avec le personnage de je ne sais plus comment elle s'appelle là, vous savez la pom pom girl. J'ai fui et j'ai pas assumé mes responsabilités. Là, je le fais, je suis mort, enfin je vais mourir plutôt parce que tu peux pas dire je suis mort parce que c'est pas logique puisque si tu es mort tu ne peux pas parler, mais on est dans une continuité de ok je veux faire mieux, je veux m'améliorer par rapport à ce que j'ai fait du coup en début de saison. Donc ça pour le coup Eddie masterclass, même si j'en avais pas forcément parlé dans la vidéo précédente, là il a vraiment, il m'a touché, parce qu'au début je l'aimais pas trop, il était un peu, comment on peut dire ça, un peu trop
un peu trop, en fait. Je trouvais qu'il était bien écrit, mais il y avait un truc qui faisait qu'il était too much. Là, pour le coup, je trouvais que c'était bien amené, bien construit. Sachez que dans cette critique, je vais pas parler de tous les personnages, sinon cette critique durerait 1 heure, mais juste précision, normalement dimanche soir, donc le 3 juillet, aux alentours de 21 h, si ma connexion me le permet, sur YouTube, vous avez normalement de prévu un petit live, justement, où on débriefera tous ensemble pour ceux qui le veulent, parce que c'est bien beau de faire des lives sur Marvel, Pixar, etc., mais c'est bien beau aussi de parler d'autres choses, et notamment de Stranger Things, parce que c'est le moment, et c'est ce que je veux faire. En fait, je fais ce que je veux sur ma chaîne, donc j'ai envie de le faire, je le fais. Et comment parler d'Eddie sans parler de Steve, bien sûr, et j'ai totalement disparu, je réapparais. Steve, alors, on a un peu moins vu, il était vraiment bien mis en avant dans justement cette première partie. Là, un petit peu moins parce que c'est plus l'élaboration du plan, donc à la fois de Max et du personnage de Nancy, qui a pris vraiment une ampleur plus violente. Et c'est vrai que à plusieurs moments dans ces épisodes, je me suis dit, mais elle va peut-être pas survivre. Alors là où le personnage de Robin, totalement à votre gauche, je me suis dit pendant tous les épisodes, elle va mourir, c'est nécessaire, il y a rien qui peut aller vers une survie du personnage. Et au final, ils ont réussi à me faire mentir. Moi, ça ne me dérange pas parce que le personnage, il est quand même plutôt sympathique, etc. Donc en vrai, en vérité, je trouve que c'est plutôt bien qu'elle soit là parce que sachant qu'avec la fin, donc le personnage sur lequel elle craquait et donc célibataire, elles vont toutes les deux pouvoir se rapprocher, etc. Et ça, on le voit notamment par rapport à la fin. Alors, le côté... bon, j'allais dire le côté, comment il s'appelle, Will et Jonathan, tout ça, ça m'intéressait un petit peu moins, donc je vais pas forcément l'évoquer là, mais c'est vrai qu'il y avait un passage qui était plutôt intéressant au moment où ils dialoguent entre eux, parce que c'est vrai que avant ils étaient très proches, et là, plus les événements passent, et plus Jonathan est lié à d'autres personnes de son âge, et là où Will, lui, il évolue tout seul, en étant du coup amoureux, on suppose toujours, de Mike. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de revoir un petit peu ce qu'on avait déjà évoqué dans la saison 1 par rapport à ces deux personnages que sont donc Will et Jonathan, sachant que j'aimerais bien que Will il ait une ampleur, hein, là, parce que là vraiment, t'enlèves Will de cette saison, c'est la même chose, et c'est un peu dommage pour le coup, parce qu'il aurait pu être quand même un peu plus utile, mais tu sens quand même, enfin en tout cas moi je l'ai senti, je ne sais pas pour vous, mais le groupe Argyle, Will, Mike et Jonathan, j'ai l'impression qu'en fait, ce sont les scénaristes qui se sont dit bon, les gars, on a les personnages qui sont les plus appréciés, Lucas, Steve, Dustin, on va les mettre de côté, ils vont tous interagir ensemble, et ceux qui sont moins aimés, on va créer un petit groupe et ils vont partir tout seuls. Pour moi, c'était un petit peu les rejetés de cette série, pour le coup, mais c'était quand même intéressant de voir en fait le chemin vers lequel ils allaient, et c'était plutôt stylé. Bien évidemment, bon, j'ai pas de photo précise, mais ah si, j'ai une photo précise, tiens. Eleven, il faut aussi en parler de ce personnage qui est emblématique. Bon, pour moi, je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est un schéma qui est un petit peu semblable à ce que l'on avait déjà vu dans la série, hein, le fait qu'au début, elle est avec ses autres potes, et au final, bah, il y a un événement qui fait qu'elle va être séparée et qu'elle va devoir interagir toute seule avec des personnages, et après, elle reviendra avec tout le monde pour pouvoir être la solution à tous les problèmes. Là, pour le coup, c'est le cas, et c'était le cas notamment en saison 3, en saison 2. Alors la saison 1, je ne suis pas sûr, je ne m'en souviens pas spécialement, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'était le cas pour la saison 2, même elle rencontre 8, vous savez, il y avait un arc un petit peu différent où tu sentais que c'était pas forcément un épisode qui avait été très apprécié, et du coup, même dans la série, ils n'ont pas forcément totalement évoqué, et de toute façon, ce personnage de 8, on la revoit même plus. Donc, c'est encore le même schéma. Là, vu qu'à la fin de la série, ils sont tous regroupés, j'aimerais bien que, justement, bah, ils soient tous ensemble, parce que vu que n'oublions pas que la saison 5 est la dernière, il va falloir que, oui, tout le monde soit au même endroit, parce que sinon, bah, ça te tease encore des trucs, sauf s'ils veulent bah, s'arrêter là, maintenant, et ça a l'air d'être le cas. Donc Eleven, vraiment, c'est un bon point, je suis pas forcément fan du perso, c'est pas, quand je pense à Stranger Things, évidemment, je pense à Eleven, puisque c'est quand même, c'est pas une icône de la pop culture, mais disons qu'elle a un... Bah, disons que elle porte en soi la série qui, pour le coup, est bien ancrée dans la pop culture maintenant en s'inspirant de tout ce qui a déjà été fait, mais en le faisant à la sauce donc Netflix et Stranger Things, et pour le coup, c'est très très bon, je trouve. Mais donc, Eleven, c'est un personnage qui est cool, mais c'est pas mon préféré, là où Dustin ou encore Steve sont bien au-dessus. Et le dernier personnage que je voulais mentionner, c'était le personnage d'Hopper qui, frérot, il a affronté un démogorgon avec une épée en Russie. Ça n'a aucun sens, mais c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Et le fait de le revoir et tout. En fait, lui, je ne sais pas pour vous, mais quand il est dans un groupe avec des mecs ou des meufs, hein, peu importe, mais quand il est en groupe,
tu sais que lui va survivre. C'est évident. Alors, oui, tu vas me dire, oui, mais c'est le personnage principal, donc forcément, il va survivre. Je suis d'accord, mais en fait, il a une telle aura autour de lui qui fait que il est intouchable. Au moment où il était face au Démogorgon en face de lui, là, quand il le tenait et tout, jamais je me suis dit, alors après, c'est peut-être aussi la magie du montage qui a fait que, mais à aucun moment, je me suis inquiété pour le perso, parce que je me suis dit, mais je m'en fous, c'est Hopper, il va s'en sortir, il s'en sort tout le temps. Même quand tu crois qu'il est mort, en fait, il est à l'autre bout du monde, c'est tout. Il a juste traversé un passage et il a survécu à la mort. Il a survécu à un goulag, etc. Donc forcément, c'est des choses qui... où tu te dis, mais frère, mais il est inarrêtable. Comme Denzel Washington, par exemple. Oui, parce que Denzel Washington est inarrêtable. Bravo à ceux qui auront la référence. Et bien évidemment, on termine la série avec cette scène où justement tu vois que l'Upside Down, donc le monde à l'envers, vient, ou en tout cas semble venir dans notre monde à nous. Comment est-ce que ça va se dérouler? Est-ce que ce sera une mini-série? À quel moment cette saison 5 arrivera? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc honnêtement, cette saison 4, elle était vraiment hyper bien. J'ai vraiment hâte d'être en 2024 ou 25, 26, 30, je sais pas. Je sais qu'apparemment l'attente sera moins longue parce que, évidemment, l'attente a été plus longue entre la 3 et la 4 puisqu'il y a eu le Covid, donc c'est logique. Mais en tout cas, par rapport à la 5, j'en attends beaucoup parce que je me demande, en fait, je me pose beaucoup de questions en me disant, mais comment est-ce que ça va se finir? Parce que je vais vous le dire clairement, honnêtement, je ne vois pas 11 perdre encore ses pouvoirs, parce que ça serait rébarbatif, mais je ne la vois pas rester en vie si elle a ses pouvoirs. Donc j'imagine en fait la fin de 11, j'imagine sa mort. Alors peut-être qu'il y aura la mort, un affrontement, etc. Et qu'à la fin on se dira, oh, elle est toujours en vie, boum, ça tease d'un truc mais qui n'arrivera pas parce que la série est terminée. En vrai, c'est totalement possible. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 4 de Stranger Things, et plus précisément de la deuxième partie, puisqu'il y a déjà la critique de la première partie qui est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à me mettre tout cela en commentaire. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.